Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Nous sommes actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/le Fou Allié. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Nous allons étudier là dans une vieille vidéo du Raptor qui se faisait appeler le Raptor dissident à l'époque, une vidéo qui a 1 600 000 vues dans laquelle il entend débunker le mensonge des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Ça tombe bien parce que ça fait partie des sujets que j'ai bien étudiés, que je connais plutôt bien. Et donc on va débunker ça correctement, comme on avait fait avec la vidéo de Thaïs Descuffon, il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, coucou YouTube de la part de Soleil Noir, YouTube est ravi. Donc on va s'écouter ça, je peux pas vous le mettre en 1.25 ou 1.5 parce que le Raptor, il a un débit de parole comme pas permis. Et on se le tente en 1.25, mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu trop rapide. Et bah débunkons ça. Débunkons le débunkage du mythe des inégalités salariales par une personne qui cite des sources sans les lire. C'est dommage, Raptor. Allez, je vous montre ça. Sensor Boost, Greater Attack, Magic Boost, Dragonic Power, Greater Hardening. Aïe aïe aïe, salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du très lourd, je m'en frotte les mains par avance, j'ai des petits tremblements d'excitation, et c'est dire, puisqu'on s'attaque à un véritable pilier du féminisme 2.0, les fameuses inégalités. On a le féminisme 2.0, je vais pas me priver. Allez, le néo-féminisme, on remplit la grille rapidement. De toute façon, avec le Raptor, néo-féministe, il le dit tout le temps. Salut Clastep, merci beaucoup, c'est très gentil. Salariale homme-femme. Alors vous l'avez entendu partout, les femmes gagnent moins que leurs collègues masculins, c'est un véritable scandale, la France ne l'accepte plus, c'est relayé par les médias, les personnalités publiques, les artistes. Si on ne fait rien pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Forum économique mondial nous dit que c'est en l'an 2186 qu'on atteindra l'égalité. Mais enfin, ça va pas. On fait aujourd'hui la question de la lutte contre les inégalités salariales hommes-femmes une priorité. Vous avez entendu partout que depuis le 5 novembre, c'est comme si les femmes travaillent gratuitement. À partir de 16h. Alors là, de quoi il parle par rapport aux femmes qui travaillent gratuitement? J'avais féministe 2.0, je l'ai aussi, mais à mon avis, le néo-féminisme, il va nous le remplir rapidement. Effectivement, c'est un truc qui avait été relayé par Le Monde en 2019, un article qui dit à partir du 5 novembre à 16h47, les Françaises travailleront pour rien. Oh, merci beaucoup Bécasse pour l'abonnement, c'est adorable. Au-delà de cette date, les Françaises cesseront symboliquement d'être rémunérées comparées au salaire des hommes. Les Européennes, elles, travaillent gratuitement depuis le 4 novembre, date de la journée européenne de l'égalité salariale. À quoi ça correspond? Il y a une inégalité salariale en France sur la moyenne qui est autour de 24%, je crois, actuellement, en 2023. Malheureusement, le gap s'était réduit avant le Covid et il a réaugmenté après le Covid. On sait que le Covid, malheureusement, a encore appauvri les femmes. On a eu des reculs par rapport aux droits des femmes et c'est triste. Et donc, symboliquement, il y a eu cette journée qui a été lancée par une association, c'est tout à fait symbolique, en disant, étant donné qu'on n'a pas le même salaire, qu'il y a une différence de salaire, là, 15,4% est avancée, je vous expliquerai pourquoi la différence avec le 24%. Ça dépend de où est-ce que vous mettez le numérateur et le dénominateur, et ben en fait aujourd'hui c'est comme si on travaillait pour rien. Ça c'est la différence du coût de salaire moyen entre les femmes et les hommes. Voilà ce à quoi Copain Raptor fait référence. Le petit Raptor Rounet là, il est pas content. 47 aujourd'hui, ces femmes travailleront gratuitement Mais c'est juste jusqu'à la fin de l'année. Et si tout s'est correctement passé, normalement, vous êtes carrément mis à y croire. Et c'est là que j'interviens. Aujourd'hui, je vous explique définitivement pourquoi ces chiffres sont une mascarade calamiteuse, quelle est la réalité statistique dans cette histoire, et pour quelle raison cette entourloupe level David Copperfield featuring Mesmer l'hypnotiseur est encore utilisée. Alors restez concentrés, je suis Raptor, et vous regardez l'enquête. Inspecteur Raptor. Je suis désolé, évidemment je le déteste de toutes les fibres de mon corps, mais il avait quand même la politesse d'être drôle, ce gars. Il avait la politesse d'être un peu drôle, quand il vendait pas un podcast 10 000 pas, une fortune sur internet où il raconte absolument rien aux gens, allez chez Pas du Ring une fois qu'on aura terminé le stream, on fera un raid chez lui, parce qu'il en parle un petit peu, il était quand même marrant, quoi. Là, les nouveaux qu'on a, c'est juste des paniques, c'est juste des rages, on n'a pas d'humour, quoi. Là, vous voyez, le truc sur un Peter Gadget, c'est rigolo, quoi. Inspecteur Raptor. J'ai pas de budget pour le générique. Alors là, du budget en ce moment, il en a un, je peux vous le dire. Ça y est, là, il a récupéré du budget. 18%, 24%, 27%, on entend tout et n'importe quoi sur les différences salariales entre hommes et... Alors non, on n'entend pas tout et n'importe quoi. Il suffit simplement d'aller chercher les bonnes sources. Les sources de l'INSEE, elles sont très claires. En 2019, on était repassé à 22% d'inégalité salariale sur le revenu moyen, c'est bien précisé. En 2019, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 22% à celui des hommes. On est repassé à 24% là récemment. Et puis vous aviez d'autres sources qui, elles, sont un petit peu plus inquiétantes, qui sont des sources plus récentes, là, de 2023. C'est la première fois que je vois un chiffre aussi élevé, donc je vais m'armer de prudence avant de vous dire qu'on peut le considérer comme vrai, qui montre qu'en fait, l'inégalité salariale sur le salaire moyen en France entre les hommes et la femme est de 28,5%.
Donc pas les 24% comme on a l'habitude de lire, ce chiffre-là il mérite d'être étudié, donc voilà, c'est prévu pour moi, et évidemment si on est passé de 24% à 28%, je vous en parlerai, pour qu'on ait les bons chiffres quand on répond. Donc voilà, c'est plutôt clair, la rémunération moyenne en France, elle est, la différence actuellement, 24%, 28,5%. À l'époque où le Raptor tournait la vidéo, c'était bien 22%. Là-dessus, il ne manipule pas les chiffres, c'était les vrais chiffres de l'époque. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Salut Max, merci beaucoup pour l'abonnement. Sois le ou la bienvenue. Les femmes. Donc pour éviter tout malentendu, on va se baser sur les chiffres fournis par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et rapportés par l'Observatoire des Inégalités, un organisme qui se veut indépendant de toute institution, ce qui nous évitera de faire des procès d'intention ou de subjectivité aux autres médias, et qui permettra à cette démonstration de s'appuyer uniquement sur des chiffres sérieux. Je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Avant toute chose, il faut comprendre qu'un écart entre deux chiffres peut s'exprimer de deux manières selon le chiffre qu'on prend en référence. Par exemple, 120 c'est 20% de plus que 100, mais 100 c'est 16,7% de moins que 120. Donc là, elle a raison, c'est pour ça qu'on peut tomber soit sur 25%, soit sur 22%, ça explique la différence, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle un produit en croix, c'est une putain de base quand on dépasse la 4ème, mais bon, je le rappelle quand même. 16% d'écart dans les métiers du public, Sylvie, encore actuellement. Selon certaines sources, c'est sa source la plus basse que je vous donne là, Sylvie. Mais je crois que si on fait des recherches un peu plus poussées, on peut tomber sur des chiffres qui montent autour de 24-25%. Parce que j'ai l'impression que globalement, le niveau collège n'est pas vraiment acquis. C'est quoi l'octogone d'ailleurs? Mais c'est un carré qui a 8 côtés. Il faut que j'apprenne à ces étudiants ignorants. Mais reprenons nos statistiques. L'Observatoire des inégalités formelles, le salaire mensuel net moyen des hommes en équivalent temps plein est de 2438 €, celui des femmes 1986 €, soit un écart de 18,5% ou 22,8% selon qu'on choisisse l'un ou l'autre salaire comme référence, mais bon, on va choisir le plus grand, comme ça fait plus parler. Voilà déjà, pour savoir de quoi on parle, l'origine du chiffre que vous avez entendu des centaines de fois. On va donc décortiquer cette phrase pour en comprendre le sens, et vous allez voir qu'elle n'en a aucun. Lorsqu'on vous parle de 23% d'écart de salaire en moyenne, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez à peu près que l'écart entre deux collègues au même métier est en moyenne de 23%, Alors si, moi je trouve que c'est une malhonnêteté profonde ce qu'il vient de dire. Si quand on vous dit l'écart de salaire moyen en France entre les femmes et les hommes, il est de 22%, et que vous comprenez l'écart à poste et responsabilité égale, en fait vous faites preuve de mauvaise foi. Et malheureusement, toute la première partie de la vidéo, il va partir là-dessus. Il va partir, les 8 premières minutes de la vidéo, il va faire que ça. Il va juste dire, regardez, le salaire moyen, ça veut pas dire que à poste égal, les femmes touchent moins que les hommes. Mais c'est pas ce qu'on a dit, il existe quand même des inégalités salariales entre les femmes et les hommes à poste égal. Et on les connaît, ces chiffres. 5,3%, c'est le chiffre un des chiffres les plus récents qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, l'écart de salaire non expliqué par absolument rien d'autre que potentiellement du sexisme ou on ne sait pas trop quoi, donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Donc, est de 5,3% quand même, ça c'était en mars 2022 que c'était partagé. Et en 2021, on nous disait que cette inégalité, elle était autour de 4%, à temps de travail et à poste comparable en 2021. Donc non seulement, non, en fait, on comprend très bien ce que ça veut dire, une différence moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne, les hommes en France gagnent plus que les femmes. Il y a plein d'explications à ça, et on va en parler dans la vidéo, puisque soit il ne les connaît pas, soit il les néglige. Mais on n'a jamais dit que c'était 22% dû à du sexisme, c'est pas ça ce qu'on dit, même si on peut tout à fait expliquer cette différence de 22% également par des facteurs sociaux sexistes, dont on va parler, justement. Mais c'est très malhonnête de dire, l'étude, elle sous-entend que machin. On croit entendre Léo Grasset qui dit, l'étude de Mediapart, elle donne l'impression que j'aurais agressé sexuellement plus de 10 femmes. Mais non, le titre de l'étude, c'est littéralement qu'il y a des accusations à des degrés divers. Il n'y a même pas le mot viol dans le titre de l'étude. Donc bref, moi, j'apprécie pas du tout ce début de manipulation. Ce n'est absolument pas ce que dit le chiffre. D'abord, on compare le salaire... Et oui, mais les gens savent lire, Raptor, donc on sait que c'est pas ce que veut dire le chiffre. Moyen de tous les hommes, ou devrais-je plutôt dire la moyenne des salaires de tous les hommes, en regroupant tous les métiers possibles et imaginables, c'est-à-dire qu'on rassemble le caissier Aldi, le gitan du PMU qui travaille à la fête des loges, Zipping qui arrive... Bon, ça, le mépris des classes sociales, enfin le mépris de classe, ça c'est un truc qui est habituel chez lui. Ça veut aussi dire que pour faire cette étude-là, il va le préciser après, sachez-le, on a pris également les salaires des hommes et des femmes qui sont à temps partiel et on les a indexés en supposant qu'ils gagneraient, avec un produit en croix très simple, un salaire, on va dire, indexé sur du 35 heures. Donc voilà comment ils ont fait cette étude. Merci beaucoup Roxane, ça me fait très plaisir. Récemment ouvert une épicerie de gingembre et de pâtes chinoises, et Bernard Arnault, dans le même groupe des hommes, on additionne tous leurs salaires et on divise par leur nombre pour obtenir la moyenne, puis on fait la même chose pour le groupe des femmes et on compare les deux. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Merci beaucoup pour l'abonnement Gandalf, sois le ou la bienvenue. Donc on nous présente une différence de salaire alors qu'on ne tient compte ni du métier, ni du temps de travail, ni du diplôme, ni de l'expérience, etc., etc. Alors là il dit, on donne des chiffres comme ça, on tient compte pas du métier, pas du temps de travail, pas du diplôme, pas de l'expérience, etc. Bon, mais bien sûr que si qu'on tient compte de ces choses-là. Et il y a des choses à dire par rapport à ça. D'une part, le rapport de l'INSEE auquel il fait allusion précise en plus de ça déjà dans ses commentaires, il suffisait simplement de le lire, Raptor, un peu moins d'un tiers de cet écart s'explique par des différences de durée de travail. À l'arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité ou à réduire leur temps de travail.
En 2020, celles qui travaillent sont 3 fois plus souvent à temps partiel que les hommes. Les femmes ont également moins souvent accès aux postes les mieux payés et travaillent dans des entreprises et secteurs d'activité moins rémunérateurs. Donc en fait, on l'a, le truc. L'explication, elle est donnée. Qu'ils ne nous disent pas, l'étude de l'INSEE prétend qu'il y aurait 22% sans que ce soit expliqué. Salut Ochewa. Salut Malocino, je lis ton commentaire dans un instant, Malocino. Donc c'est faux de dire que l'étude de l'INSEE sous-entendrait qu'en réalité, il y aurait un écart inexpliqué de 22%. Mais si, c'est tout à fait expliqué. D'autant plus que, je vais vous lire ce petit extrait ici, un modèle français, qui raconte quelque chose d'assez intéressant qui va avoir des conséquences sur la ressource biographique suivante, qui vient de l'IREF. En unifiant les infractions à plusieurs codes, le code de la nationalité, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le livre des procédures fiscales, la lutte contre le travail illégal a ainsi contribué à construire en creux l'image d'un modèle français de protection sociale, au même moment où celui-ci laissait sur le côté une part croissante de la population. Pour renforcer le modèle salarial, mis à mal par l'évolution de l'économie mondiale, on a accumulé en vain des procédures toujours contournées par des acteurs économiques malveillants, qui ont rendu toujours plus complexes les arrangements pratiques, qui permettent d'améliorer les conditions matérielles de vie des plus pauvres. Merci pour l'abonnement, le Davidou, merci, ça me fait très plaisir. Dans les classes populaires, le drame économique subi par les familles monoparentales renvoie directement aux transformations du marché du travail. Les emplois peu qualifiés se raréfient pour les hommes, mais se multiplient pour les femmes. Donc on a emmené les femmes vers les professions peu qualifiées, et donc mal rémunérées. Les hommes quittent le foyer et les femmes cumulent emploi de service et soins aux enfants, qui paient au prix fort la diminution du temps qui leur est consacré. Donc on a des choses, on a des informations qui sont données, qui sont faciles à trouver. On n'est pas en train de dire que c'est que du sexisme, on est en train d'expliquer en fait comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé dans un système dans lequel les hommes sont payés 22% de plus que les femmes. Et le rapport de l'IREF aussi, il est assez intéressant. Il nous parle du taux de diplôme en fonction que vous êtes des femmes ou des hommes en 2020. Alors les chiffres de 2021 sont accessibles, mais j'ai pas encore récupéré le document, donc j'ai récupéré les documents que j'avais avec moi. Les chiffres de 2022, on les a pas encore. Et on apprend que chez les 25-34 ans, on retrouve 68% d'hommes qui ont un bac ou plus que le bac, 73% de femmes. Chez les 35-44 ans, les femmes, pareil, ont plus le bac que les hommes, 70% contre 62%. Pareil chez les 45-54 ans. Pareil chez les 55-64 ans. De plus, on sait, on l'avait vu dans une autre étude, j'ai pas eu le temps de retrouver le lien là pour cette vidéo, mais que les femmes ont de meilleurs résultats, non pas de meilleurs résultats, sont plus présentes ont de meilleurs résultats, si c'est ça, dans les grandes écoles, qu'elles sont moins présentes, moins représentées par contre dans les métiers de BEP, CAP, et malgré tout ça, malgré le fait que ce soit les hommes qui fassent des professions professionnalisantes très tôt pour des métiers généralement mal payés, c'est les femmes qu'on retrouve dans ces métiers-là en majorité. Et donc ça, c'est une source d'inégalité supplémentaire que le Raptor ignore. C'est pas normal que dans une société dans laquelle les femmes ont plus souvent des diplômes que les hommes et performent mieux au niveau de leurs résultats, qu'elles soient moins payées. Donc en fait, on tient compte de toutes ces choses-là, Raptor. C'est simplement que toi, tu n'en tiens pas compte. Bref, d'aucun critère permettant une réelle comparaison. Pire encore, on nous parle d'équivalent temps plein, ce qui signifie qu'en fait on a ajouté à la comparaison les gens McDo étudiants qui travaillent à mi-temps en nous faisant l'équivalent de ce que donnerait leur salaire s'ils faisaient 35 heures. Ce qu'ils ne font bien sûr pas parce qu'ils ont des cours de L3 de japonais. Lucas a 20 ans. Il est rigolo quand même. Il est drôle. Le problème en fait dans ce que tu décris, c'est que ces inégalités salariales ici, elles ont une conséquence sur les taux de pauvreté. Et la pauvreté, en fait, elle est également genrée en France. À savoir que les femmes actives sont sous le seuil du taux de pauvreté à 15,7%, les hommes actifs 16,6%. Donc il y a plus d'hommes actifs que de femmes actives qui sont en situation de pauvreté. Chez les personnes inactives, les femmes sont 31% à être en situation de pauvreté, 38% chez les hommes. Donc les hommes sont plus touchés par la pauvreté en France, ça on le sait. En revanche, là vous allez voir que chez les mères qui sont inactives ou actives, si elles sont inactives, elles sont pauvres dans 70% des cas, et si elles sont actives, un tiers des mères célibataires vivent sous le seuil de pauvreté, contre 20% des hommes. Donc ça a des conséquences, tout ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que ce que dit le Raptor, genre oui, ça n'existe pas, en fait on le retrouve dans les taux de pauvreté, on le retrouve dans les pauvretés chez les femmes qui ont des enfants par exemple. Et en revanche, les statistiques sont à peu près égales entre les hommes actifs et les hommes actifs, en ce qui concerne les situations en pauvreté, et en cas d'inactivité, les hommes sont plus pauvres que les femmes. Donc ça a des conséquences tout ça. Et l'une des raisons pour lesquelles il est en train de dire on n'a pas d'explication, il donne pas d'explication, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas de corrélation entre salaire et réussite scolaire, tout à fait. Ça ne s'explique pas par sexisme, tu vas voir, regarde de le lire, qu'en fait, il y a quelques explications qui peuvent justement être expliquées par le sexisme. Et on sait très bien que les métiers sont tout à fait genrés, et là c'est un article de Welcome to the Jungle qui est assez intéressant. Comment sont donc répartis les hommes et les femmes dans les corps de métier si seulement 17% des professions sont mixtes? En France, 17% des professions sont mixtes. Un mixte, je crois qu'ils considèrent que c'est 48-52, un truc comme ça. Commençons par faire le point avec quelques chiffres. La grande majorité des femmes travaillent dans le tertiaire. D'après une analyse du CIDJ, elles seraient presque 88% à travailler dans des métiers dits du service,
c'est les métiers mal considérés et mal payés. Et là, on peut imaginer une forme de sexisme. Elles ont de meilleurs résultats scolaires que les hommes, mais on les oriente toujours vers des métiers du service ou du care. Elles sont particulièrement nombreuses à exercer dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'action sociale et de services aux particuliers. Des domaines qui demandent tous une certaine empathie, de l'altruisme ou encore de la douceur, des qualités communément associées à la féminité. Donc là, on est dans du sexisme, tu vois, Ganon. Là, justement, on a un truc dans le sexisme intéressant. Parce que du coup, c'est du stéréotype de genre. A l'inverse, certains secteurs comptent moins de femmes dans leur rang. C'est notamment le cas du numérique et de l'informatique, composé de 70% d'hommes à peu près. Et on avait vu que dans les années 70 et 80, c'était tout l'inverse. Les femmes étaient majoritaires dans les métiers de l'informatique, qui étaient très mal payés. Il y a eu un afflux d'argent qui est arrivé justement dans les métiers de l'informatique, et d'un seul coup, les hommes sont devenus majoritaires. Salut sorcière. Les femmes ont été chassées des métiers de l'informatique. On compte aussi, toujours d'après le CIDJ, une grande majorité d'hommes dans les secteurs de la recherche et du développement et du BTP. Donc, les métiers sont quand même genrés. Et tout ça peut expliquer les chiffres. Quand le Raptor dit « l'étude ne dit absolument rien qui puisse être expliqué par du sexisme », en fait, si. Donc non seulement il fait passer un peu les gens pour des idiots en disant « les gens, vous allez tous comprendre que les 22% d'inégalité salariale dont on parle, c'est uniquement du sexisme ». Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'était 22% à poste et à responsabilité égale. Mais quand bien même, ces 22% s'expliquent. Ils ont des explications sociales qu'on peut expliquer par le sexisme. Et on va en voir d'autres justement dans la vidéo, dans pas très longtemps. Ne peut pas acheter de papillotes car il n'en a tout simplement pas les moyens. Étudiant en 3e année de japonais, trop occupé par ses études, Lucas n'a pas le temps de travailler en plus de ses cours. D'ailleurs, pour bien comprendre à quel point cette comparaison n'a pas de sens, il suffit de prendre exactement la même étude qui cette fois ne s'embarrasse plus de faire l'équivalent temps plein et prend directement le salaire des emplois à temps partiel, et on obtient non plus une différence de 22,8% mais de 34,6%. La raison est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel que d'hommes, ce qui fait baisser naturellement leur moyenne et donc fait augmenter l'écart. Pourtant, en ce qui concerne les emplois à temps plein, strictement rien n'a changé, ils sont pas passés d'un coup d'un écart de 23% à 34%. Mais vu Bah Raptor, il y a une autre chose qui explique ça, à part que c'est des étudiants en L3 de japonais, machin. C'est que l'État investit moins d'argent, je vais d'abord vous montrer ça ici, dans l'enseignement supérieur, dans les domaines de l'enseignement supérieur dans lesquels les femmes sont majoritaires. Salut Desnower, merci pour l'abonnement. Vous êtes plus de 100, c'est la première fois qu'on est plus de 100. Je trouve ça très agréable et du coup, je vous remercie en facecam. Merci beaucoup. Ça me touche que vous soyez sensible à ces questions-là et que vous suiviez la chaîne. Merci sincèrement. Les dépenses d'enseignement supérieur consacrées aux étudiantes inférieures de 18% à celles allouées aux étudiants. Tout ça, je vous le mettrai évidemment dans la description de la vidéo quand on mettra ça sur YouTube. Mais donc, en plus de tout ce qu'on a vu avant, de meilleurs résultats scolaires, on les oriente vers les métiers du care. En plus de ça, les professions, les études dans lesquelles il y a une majorité de femmes, elles sont moins financées à hauteur de 18% par rapport aux hommes. Et autre chose, même si elles vont dans une grande école, après une grande école, les inégalités femmes-hommes persistent. Si le marché du travail reste au beau fixe pour ces jeunes diplômés, les écarts de rémunération et de type d'emploi sont importants dès l'entrée dans la vie active. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'il y a une discrimination à l'embauche des femmes, en particulier quand elles sont en âge d'avoir des enfants, mais en plus de ça, quand elles trouvent du travail, quand elles passent ce cap de discrimination, elles sont moins payées dans le privé. Et donc ça, le Raptor, ce serait bien quand même de le rappeler, parce que effectivement, tout ça, c'est du sexisme, et tout ça, ça explique ces 22% d'inégalité. Et même si lui, il dit, oui, vous dites qu'il y a 22% d'inégalité, mais en fait, il n'y a que 5% des inégalités qui sont expliquées par du sexisme, parce que c'est une différence de salaire moyen, et même le salaire moyen peut être expliqué, peut être justifié, alors il faut faire attention aux explications monocausales, mais par ce type d'explication. Alors, effectivement, une étude qui montre que les femmes négocient moins que les hommes, j'avais montré une étude dont Thaïs présentait qui dit plutôt l'inverse, en fait, que les femmes ont tendance à négocier trop d'argent quand elles rentrent dans leur profession, et qu'il semblerait que ce soit faux. Merci à toutes les personnes qui me rejoignent, Papachino aussi, qui s'abonnent, merci beaucoup, vous êtes 116. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un raid que j'ai raté? Pourquoi on est aussi nombreux ce soir? Ça me fait très plaisir. On s'est amusé à compter les salaires des temps partiels, du coup, là on a l'impression que l'écart est encore plus grand. Cela montre bien l'absurdité de cette comparaison et son utilisation mensongère. Et si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Chamiop fait une remarque intéressante dans le chat, que je vais lire, qui est une remarque qui est caractéristique de l'essentialisme, mais c'est intéressant. Il dit, je vais faire l'avocat du diable. Considérons tout le package d'un comportement dit féminin, douceur, empathie, etc. Merci pour l'abonnement Xlash. Pourquoi ne pas dire que c'est lié aux hormones, donc à la biologie, aux différences, etc. Elles ont un effet sur le comportement des hommes et des femmes. Et pourquoi ça ne se traduirait pas dans le comportement directement et indirectement dans le choix de carrière? Et ça, c'est intéressant comme remarque. Effectivement, il y a des différences biologiques, il y a des différences de nature entre les femmes et les hommes, des différences hormonales, des différences structurelles. Ah, c'est très gentil de sa part, merci Jean-Michel. Merci Steph, c'est adorable tout ça. Effectivement, il y a des différences. Typiquement, on sait qu'il y a une différence dans la physiologie de la composition musculaire des femmes et des hommes. Les hommes sont légèrement plus musclés que les femmes, ils sont légèrement plus grands que les femmes. Ça, c'est une réalité biologique. Le sexisme, c'est de dire, ce fait-là,
signifie qu'on va mettre les femmes dans des rôles stéréotypés sexistes inférieurs à ceux des hommes parce qu'elles sont plus faibles. Donc on va pas leur proposer des métiers de force, donc on va pas les orienter vers telle ou telle profession. En fait, il est là le sexisme. Donc la question n'est pas du tout de nier les différences entre les femmes et les hommes, qui sont des différences qui existent évidemment, des différences cognitives aussi, mais de ne pas non plus sous-entendre qu'il n'y aurait pas de rapport social. Que dans la société, en fait, on n'apprendrait pas aux garçons et aux filles à s'orienter vers tel ou tel type de métier. Typiquement, il y avait des études qui montraient que quand une fille a des mauvais résultats en maths, tout le monde s'en fiche, là, l'enseignement supérieur s'en fiche un peu, mais quand c'est un garçon, on s'en inquiète. Tout ça peut être expliqué. Donc il n'est pas question de nier le fait qu'il y ait des différences entre les femmes et les hommes, mais ne nions pas quand même les déterminismes sociaux. On manipule l'interprétation de ce chiffre en faisant croire que cette différence qui est entre deux moyennes est en fait un écart moyen dans chaque métier. À partir de... Mais non, et là il vous prend pour des idiots, c'est pas ce qui est dit. Hein, ils disent pas que c'est l'écart moyen dans tous les métiers, c'est très clair, c'est la différence de salaire moyenne entre les femmes et les hommes. 16h47 aujourd'hui, ces femmes travaillent. Ah bah oui, il faut être fort pour faire des maths, pour porter des équations du 3e degré. Hein. Une femme, ça porte une équation de 2e degré, vous voyez, ça pèse pas trop lourd, puis les hommes, nous c'est 3. Une sur chaque épaule et puis une sur le cou. Hein. Travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi faire des différences? Parce que la femme travaille, elle est intelligente que l'homme. Même peut-être même plus intelligente. Excusez-moi. Vous êtes des gogoles ou quoi dans votre tête? Arrêtez de me poser ces questions là, parce que je vais vous insulter, je vais vous bloquer. Maintenant que les choses sont claires concernant ce chiffre sans substance de 23% ou je ne sais combien, qui est pourtant ressorti à tout va, allons plus loin et poursuivons la comparaison en ajoutant un peu plus de critères de comparaison. Je suis sûr qu'on trouvera la preuve que les hommes sont payés plus que les femmes à travail égal comme on nous le répète depuis tout ce temps, n'est-ce pas? Et c'est parfait, cette étude nous propose d'affiner la comparaison en tenant compte au fur et à mesure de nouveaux critères. D'abord... Et donc, l'étude que tu présentes, littéralement, Raptor, explique que ces 22% peuvent s'expliquer. Et merci pour l'abonnement, Miss Buffet Froid. Ah, superbe film, Buffet Froid d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc l'étude l'explique, l'étude ne dit pas il y a 22% de différence à poste égal. L'étude donne tout ce que tu prétends qu'elle ne dit pas. Moi je comprends pas sa mauvaise foi. On tient compte de l'effet des temps partiels, c'est-à-dire qu'on ne compare plus que les temps pleins entre eux. Bon, c'est loin d'être un critère suffisant puisqu'on compare toujours tous les métiers, ça n'a... On va en parler justement des temps partiels dans un instant, parce qu'il y a une raison, qui peut aussi être expliquée par le sexisme, qui pousse les femmes à prendre des temps partiels plus que les hommes. Aucun sens, mais c'est un premier pas, et la différence passe à 16,3%. Ensuite, on considère l'effet de répartition des métiers, c'est-à-dire qu'on tient compte du fait que les métiers ne comptent pas tous 50% d'hommes et 50% de femmes, et donc en supprimant cet effet, l'écart passe à 12,8%. Enfin, l'étude tient compte des effets de structure, qui sont l'âge, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et le type de contrat de travail, qui sont des critères primordiaux, puisqu'en général, le salaire varie avec l'âge, peut varier selon si on est en CDD ou en CDI, le secteur d'activité, et évidemment, si on travaille dans une toute petite... Non, Malo, je pense que, en fait, ce que ça signifie quand elles disent on travaille plus à partir du 5 novembre, c'est pas à poste égal, c'est en tant collectivement, hein, de façon sorore, les femmes, comme on travaille 22% de moins que les hommes et qu'en plus il y avait autre chose derrière, on fait du travail gratuit, invisibilisé à la maison, en fait, on s'arrête de travailler. C'était plutôt ça l'idée. C'était pas de dire c'est à poste égal. Petite entreprise ou chez Google. L'écart mesuré passe alors à 10,5%. Vous voyez donc en quelques étapes qu'il suffit d'affiner un tout petit peu les critères de comparaison pour passer d'une statistique sans aucun sens à 25,7% à un chiffre un peu plus intéressant à 10,5%. Le problème, c'est que ce chiffre reste le résultat d'une comparaison incomplète. Et pourtant, l'étude l'appelle écart toutes choses égales par ailleurs avec de gros guillemets et prétend que cet écart n'arrive pas à être expliqué. Bizarre. Donc déjà voilà, au départ, il sous-entendait que c'était sur 22% qu'il fallait se baser. Donc là, il dit sur 10,5%, il y a 10,5% qu'on peut pas expliquer. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec l'étude, moi non plus, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que le Raptor va dire dans un instant. Enfin, dans une minute, là. Pourtant, si on en croit la Wayback Machine, il y a quelques mois, le site de l'Observatoire des inégalités donnait quelques pistes d'explication sur cet écart qu'on n'arrive pas à expliquer avec des guillemets. Mais l'étude de lycée aussi donne des pistes d'explication au Raptor, tu les as lues toi-même, hein, qu'elles font plus de travail à temps partiel que les hommes. L'étude aussi, je comprends pas. Oui, on a ces données-là, Motismar, on pourra les lire un soir si jamais tu le souhaites. On les a dans le domaine privé, dans le domaine public, dans l'administration aussi, on a ces choses-là. Remontons donc directement à la source de toute cette étude, ségrégation professionnelle et écart de salaire femmes-hommes, ministère du Travail, novembre 2015. On trouve quelques pistes d'explication à cet écart qu'on n'arrive pas à expliquer dans le paragraphe final sur les limites de la méthode utilisée. Les résultats de cette décomposition doivent être analysés en prenant en compte deux principales limites. Les caractéristiques potentiellement explicatives des écarts salariaux femmes-hommes ne peuvent pas toutes être observées, le diplôme, l'expérience professionnelle, l'ancienneté sur le poste ou les interruptions de carrière. Donc le diplôme, on l'a vu, les femmes elles sont plus diplômées que les hommes. Donc ça c'est un contre-argument, hein, c'est une balle dans le pied là quand ils citent ça. Expérience professionnelle, ça j'en sais rien, il n'y a pas de données là-dessus. Ancienneté sur le poste, on n'a pas de données non plus. Interruption de carrière, c'est intéressant les interruptions de carrière. Qu'est-ce qui va pousser les femmes à interrompre leur carrière? Et là je vous renvoie encore une fois au genre du capital de Sylvie Golac et de Céline Bessières, qui expliquait que à partir du moment où il y a un enfant qui arrive dans le foyer, d'un seul coup la femme elle se retrouve avec une charge domestique et éducative colossale, elle est obligée de travailler moins et elle s'appauvrit. Donc on a des explications là-dessus, et ça c'est des explications qui relèvent du sexisme, du sexisme systémique quoi. Carrière, mais aussi l'effort ou le pouvoir de négociation salariale face à l'employeur. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Alors, excusez-moi d'être précis, mais il me semble que le domaine du diplôme possédé a quand même une toute petite importance. Un bac+5 en histoire de l'art moderne ne vaut pas sur le marché du travail un bac+5 en construction de fusées.
Mais justement, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il le dit en trollant, mais il se rend pas compte en fait que c'est du biscuit qui me donne à moi. Ah bah écoute, ravi que tu découvres le live de cette façon-là, Miss. Salut, ça fuse-t-il. Une des raisons pour lesquelles on va orienter plus facilement les femmes vers les métiers du care, vers les métiers artistiques et les hommes vers les métiers scientifiques. Ça aussi, on sait que c'est du sexisme. Je vous renvoie vers la chaîne d'Horizon Gull, qui parle très bien de ça. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le montrer, et puis comme ça, je vais le mettre aussi dans les commentaires. Mais je pense que vous voyez très bien de ce dont je veux parler. Ils étudient les différences de résultats entre les femmes et les hommes, au collège, au lycée, dans les mathématiques. Et il s'aperçoit que selon la façon dont on va essayer de mesurer les résultats, on va trouver des choses très différentes. Et du coup, ils font la différence entre compétences et performance. Donc, est-ce que les femmes sont vraiment mauvaises en maths? Le titre est en anglais, mais c'est une vidéo française. Du coup, je vous recommande grandement cette vidéo. Mettez-vous-la en favori, je vous la mets dans le chat. Et je la rajoute, du coup, puisque j'en parle, dans la liste... Voilà. Dans la liste des ressources bibliographiques. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre qu'en fait, on peut avoir des résultats différents en fonction de la façon dont on va essayer de récupérer des données. Si vous mettez des femmes ensemble sans les garçons, elles ont de meilleurs résultats quand vous les mettez avec des garçons dans les trucs de mathématiques. Si vous dites à des filles, les garçons ont très très bien performé, ou d'autres groupes de filles ont moins performé, elles vont moins performer. Et c'est là qu'on voit du coup l'influence sociale sur la performance au quotidien. Et du coup, il n'y a pas de raison d'orienter les femmes plus vers un type de métier plutôt que vers un type de l'autre. Il n'existe rien de tel qu'un cerveau masculin mathématique, ça n'existe pas. De même, l'expérience professionnelle, l'ancienneté sur le poste, les interruptions de carrière, l'effort fourni, etc., tous ces critères sont cruciaux dans la détermination du salaire. Ce chiffre de 10% repose donc sur une étude incomplète. Et justement, il existe une étude sérieuse qui essaie de tenir compte de tous ces critères, celle de Corey Ferry publiée par The Economics. L'étude est d'ailleurs allée plus loin en comparant le même poste au même niveau à la même fonction dans la même entreprise. Alors j'adore parce que, alors là j'adore, c'est magnifique. Donc ici c'est une étude qui va, qui dit, une étude est allée encore beaucoup plus loin, d'accord? Une étude qui date de 2016, qui a l'air tout à fait solide. Sauf que, donc là, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste à des inégalités salariales qui seraient autour de 2,7%, ce qui de toute façon serait anormal, on l'a vu, avec plus souvent diplômés que les hommes, de meilleurs résultats scolaires. Il n'y a pas de raison que le chiffre soit de 2,7%. Et en plus, la vie est plus chère quand on est une femme, on va en parler. Mais surtout, c'est écrit juste là, vous le voyez comme moi, quoi. Full-time pay. Ça ne tient en compte que des temps complets. Ça ne tient pas en compte des temps partiels. Et on sait que les femmes travaillent plus dans les temps partiels dans les sociétés occidentales. Donc en fait, l'étude ne concerne que les pleins temps. Raptor, fais un effort, c'est écrit là en grand. Full-time pay. Allez, on reprend. Ce qui permet d'obtenir des résultats beaucoup plus cohérents. Résultat, l'écart est cette fois-ci réellement toutes choses égales par ailleurs et tombe à moins de 3%. Toutes choses égales par ailleurs, mais seulement chez les personnes qui ont un temps plein. Chez les autres, on sait pas du coup. En France. Non seulement on n'est plus du tout dans les 25% de départ, mais en plus on compare enfin des choses comparables, ce qui permet d'isoler une différence qui pourrait enfin être de l'ordre de ce qu'on appelle la discrimination pure. Mais ce n'est pas fini. En prenant un peu de recul sur la question, on comprend bien qu'un salaire dépend d'une très grande quantité de facteurs, certains plus irréguliers que d'autres, et qu'il est particulièrement difficile, voire impossible, de s'approcher du modèle théorique à compétences égales dont on nous rabâche les oreilles. Si on prend deux salariés qui sont par magie à CV parfaitement égaux, ils n'auront presque jamais la même efficacité, la même productivité, la même implication dans leur équipe ou leur projet, la même relation aux collègues, etc., etc. De plus, il faut ajouter la variable de la négociation et renégociation du salaire, qui n'a pas forcément de rapport avec le sexe des individus d'ailleurs, mais plutôt avec la nature des individus elles-mêmes. Par exemple, certains se montreront meilleurs dans le domaine de la négociation et sauront mettre en avant leurs valeurs dans l'entreprise pour appuyer leur dossier, tandis que d'autres auront plus tendance à être timides, à avoir peur de se confronter au patron, à ne pas oser déranger, que sais-je. Et ces critères sont... Intéressant ce qu'il dit. C'est très intéressant, il dit, en plus de ça, le salaire peut aussi dépendre de la façon dont vous allez négocier. Bon, on a vu que les femmes, elles négocient très bien leur salaire, donc ça peut pas être expliqué de cette façon-là. Mais surtout, vous avez une étude que j'adore, d'Edupass, je vous l'avais déjà citée il y a à peu près un an dans une vidéo, je ne sais plus à quelle occasion, qui parle justement de ce qu'ils appellent les rôles sexués. Et je sais que j'ai pas besoin de vous le dire à vous, mais il y a des gens qui suivent le Raptor, qui vont suivre la vidéo, donc il faut qu'ils entendent ça. Les recherches sur le genre, donc les gender studies, montrent que le masculin et le féminin ne sont pas des catégories naturelles, mais des normes sociales. Détresse, par exemple, montre que les tempéraments dits féminins ou masculins, s'ils existent, sont bien le produit de la culture, puisque dans d'autres sociétés, les hommes et les femmes se comportent autrement. Par exemple, des chercheurs anthropologues ont montré que, chez certains peuples, la douceur et la sensibilité sont des caractéristiques généralement attribuées aux individus de sexe masculin, pendant que les femmes sont au pouvoir. L'ordre sexué détermine et organise l'ensemble des institutions selon un système inégalitaire qui influence les conduites et caractéristiques individuelles et collectives, et produit des inégalités de traitement au niveau de la société et de la famille. Intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train d'expliquer que oui, les femmes elles sont un peu plus timides que les hommes.
et que comme les femmes sont un petit peu plus timides que les hommes, et ben peut-être que c'est ça qui pourrait expliquer qu'elles demandent un petit peu moins d'argent. Déjà, on a vu que c'était pas vrai. Mais du coup, là aussi, il y a une critique du sexisme à faire. Là aussi, il y a une critique de la façon dont on va éduquer les filles à être plus introverties, à pas oser demander, à pas oser déranger, etc. Je veux dire, tout pourrait avoir une explication qu'on pourrait relier directement ou indirectement au sexisme. Attention à ne pas vouloir expliquer des phénomènes très complexes avec des explications monocausales. Ça peut pas être que le sexisme, évidemment. Mais simplement, en fait, j'ai l'impression que Raptor se tire une balle dans le pied en ignorant ces déterminismes et en simplement essayant de nous montrer dans la première partie de la vidéo que ces 22% seraient faux. Mais il s'explique, du coup, ces 22%. Beaucoup trop fin pour pouvoir être mesuré correctement, même si l'on réduit l'étude à une plus petite échelle. Ces 3% restants pourraient donc s'expliquer partiellement par toutes ces raisons, et partiellement par des discriminations pures. Mais avec une valeur aussi faible, il est beaucoup plus difficile de prouver qu'il s'agit de discrimination que si on avait obtenu 25 ou même 10% d'écart, comme... Et pourquoi ? Pourquoi, à partir du moment où il y a une différence salariale, on peut pas l'expliquer par de la discrimination ? Pourquoi on explique ça par de la discrimination seulement si c'est un chiffre qui est supérieur à 10% ? Vraisemblablement, 10% c'est un chiffre qui est important pour lui, et pas 3%. Pourquoi la discrimination, ça pourrait pas être de 3% si c'était le cas ? J'ai beaucoup de mal à le suivre, et on a vu qu'on est plutôt vers du 6% là actuellement. Faussement présenté au début. Cela ne veut pas dire que la discrimination sexiste n'existe pas, mais ça ne suffit pas à prouver qu'elle existe. Pour résumer tout ça, on a fait dire à une différence entre deux moyennes, celle du salaire de tous les hommes et celle du salaire de toutes les femmes, qu'elle traduisait un écart de salaire présent dans tous les métiers. Je viens de vous montrer que non seulement cet écart statistique... Mais pas du tout. Il suffisait simplement de lire l'étude, c'est pas du tout ce que l'étude disait. De 25% ne dit pas du tout ça, mais qu'en plus, lorsqu'on mène une étude réelle en prenant compte le maximum de critères possibles et mesurables pour évaluer les salaires, on obtient non pas 16, 12 ou 10%, mais moins de 3%, et que cet écart devient négligeable lorsqu'on admet qu'il existe encore d'autres facteurs beaucoup plus difficiles à quantifier qui entrent en jeu. En d'autres termes, contrairement à ce que les féministes 2.0 répètent inlassablement dans l'espoir stratégique qu'un mensonge répété 1000 fois devienne réalité, il n'existe pas de discrimination sexiste. Bon, on a les féministes 2.0, hein. On peut le valider. Ah non, on n'a pas néo-féministe, on l'avait déjà le 2.0. Merci Talkov pour l'abonnement, soyez la bienvenue sur la chaîne. Dans le cadre des salaires, et il appartient à ceux et celles qui prétendent le contraire de le prouver. Mais en réalité, et vous allez le voir, l'égalité n'intéresse pas... Non, mais le toupet. Il appartient à celles qui pensent que c'est de la discrimination de le prouver. Bah non, le toupet, quoi. Oui, bah ça a déjà été montré, ça a déjà été écrit. Enfin, je veux dire, dans les écrits de sociologie du travail, évidemment qu'on sait que le travail et le salaire sont genrés, quoi. Féministe 2.0. Je vous préviens, de suite, le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire, ça va bien se passer, hein. Nous venons de montrer que l'écart de salaire entre hommes et femmes à conditions égales est inférieur à 3% en France. Oh, j'adore, on vient de le montrer. Il a lu une étude qui dit que ça concerne uniquement les temps complets en 2016, une étude anglaise sur des salaires français. Oh, je veux dire, il exagère. Ces 3% pourraient s'expliquer par d'autres facteurs difficilement mesurables par une étude car trop fin ou irrégulier, et donc que rien ne permettait de montrer qu'il existe une discrimination sexiste sur les salaires. Dans cette vision, je vous ai dit tout à l'heure que comparer la moyenne des salaires de tous les hommes à la moyenne des salaires de toutes les femmes n'avait aucun sens. Posez-vous juste cette question dans votre tête. Néanmoins, si on regarde objectivement cette étude et qu'on la décortique un peu pour tenter de l'expliquer par des raisons valables, on obtient plusieurs informations intéressantes pour expliquer la différence globale des salaires. D'abord, cette étude nous révèle que 30% des femmes travaillent à temps partiel contre 7% des hommes, ce qui contribue bien évidemment à baisser leur moyenne. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ensuite, la moyenne des salaires des hommes monte car ils sont beaucoup plus nombreux à toucher des primes en lien avec leurs conditions de travail que ce soit... Alors. Donc, d'abord, sur... Ah non, attendez. Est-ce qu'on a déjà parlé du coup des explications qui peuvent pousser les femmes à être plus souvent en temps partiel que les hommes. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on milite pour un allongement du congé paternité, pour qu'il soit absolument symétrique avec le congé maternité, entre autres. Et c'est aussi parce que dans les rôles stéréotypés sexistes, on dit c'est à la femme de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de sa famille. On l'a déjà vu. Maintenant, si, c'est ça que je voulais vous montrer. Soit prime de risque, prime de pénibilité, travail de nuit, etc. Donc voilà, il est en train de sous-entendre que l'inégalité salariale, elle est produite par prime de risque, prime de pénibilité ou par le travail de nuit. Concernant les primes de risque, je suis désolé, j'ai rien trouvé. Je peux pas vous affirmer quoi que ce soit, j'ai rien trouvé. Concernant le travail de nuit, on a des données qui semblent aller plutôt dans son sens. Alors c'est des données qui sont anciennes, très anciennes. Je n'ai pas réussi à trouver de données beaucoup plus récentes que celle-là. C'est une comparaison en fait dans la quantité de travail de nuit que produisent les hommes et les femmes entre 1993 et 2002. Et on voyait qu'en 1993, en moyenne, il y avait 19,7% d'hommes qui avaient du travail de nuit, alors soit habituel, soit occasionnel, comme vous pouvez le constater. Donc je n'ai pas trouvé de données séparément, je n'ai pas trouvé de données sur travail exclusivement de nuit chez les femmes et chez les hommes. On est passé à 20,3%, donc les hommes travaillent un peu plus de nuit en 2002 qu'ils ne travaillaient en 1993. Et chez les femmes, on est passé de 6,5% à 7,3%, donc pareil, les femmes travaillent un petit peu plus de nuit. Donc là-dessus, effectivement, on ne peut pas lui donner tort. Quand le travail de nuit, les heures
heures sont majorées, donc c'est tout à fait possible d'envisager qu'une partie du coût des inégalités salariales soit produite par ça. Bon, on pourrait signaler que les métiers dans lesquels on travaille de nuit sont plutôt les métiers dans l'industrie, dans les services, etc. Et que c'est une toute petite partie de la quantité des métiers, mais ça peut faire partie des choses qui pourraient l'expliquer, ça c'est pas faux. En revanche, quand il parle de pénibilité, ce qui sous-entend, c'est que les métiers pénibles reçoivent des primes. Et donc, les hommes feraient des métiers plus pénibles que les femmes. Et ça, on sait que c'est faux. On l'avait déjà vu dans une étude. Il y a beaucoup plus de métiers pratiqués par des hommes qui ont des primes de pénibilité que de métiers pratiqués par des femmes. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de métiers pénibles qui n'ont pas de primes de pénibilité. Et je vous mettrai pareil ce document-là. Qui dit que la pénibilité au travail, ça ne se limite pas au port de charge lourde, à l'exposition au bruit, aux intempéries, aux produits dangereux, aux métiers dits lourds essentiellement masculinisés. Autrement dit, la pénibilité, je vais y arriver au travail, ne se limite pas aux métiers qui versent une prime de pénibilité. La manutention de patients, par exemple, en sont les métiers avec des postures contraignantes, avec des horaires coupés, avec des gestes répétitifs, les caissières, les femmes qui travaillent à la poste, etc. L'agressivité du public auquel vous êtes confrontés. Tout ça, les violences qui sont vécues par les ATSEM, les auxiliaires de puéricultrices, etc., les éducatrices de jeunes enfants, les aides-soignantes, les infirmières, tous ces trucs qui n'ont pas de prime de pénibilité, sont des métiers pénibles. Et donc, encore une fois, il y aurait une injustice profonde, énorme, à ce que des hommes touchent des primes de pénibilité pour certains métiers et pas les femmes, sous prétexte qu'on considérait que c'est des métiers du care. Et que oui, d'accord, ils sont pénibles, mais comme il y a une finalité qui est de s'occuper d'avec les gens, ils seraient pas financés. Donc moi j'ai un problème avec ce truc-là quand il parle de la prime de pénibilité, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce que s'il veut juste dire les hommes en touchent plus que les femmes, donc c'est peut-être pour ça que l'inégalité salariale s'explique, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, pourquoi les métiers pénibles exercés par les femmes, majoritairement par les femmes, n'ont pas de prime de pénibilité ? J'aimerais vraiment qu'il explique. En plus, les centres calls, exactement, les center calls, exactement. Puis il y a énormément de métiers qui sont pénibles, comme dit Ferry, ça c'est clair. Bon, moi je fais des métiers moins pénibles que d'autres et j'ai beaucoup de chance, mais je vois ce que tu veux dire. Donc bon, voilà, il nous balance ça comme ça, sans réflexion, sans argument, juste oui, la pénibilité des métiers. Et les femmes aussi, elles font des métiers pénibles. On sait par exemple que la part d'hommes dans tous les métiers du bâtiment est de 90%, tandis que les métiers d'aide à la personne sont à 97% exercés par des femmes. On sait aussi que 21,5% des hommes travaillent la nuit contre 9% des femmes. Également, 34% des hommes effectuent des heures supplémentaires contre 17% des femmes, ce qui là encore contribue à l'écart global entre les deux moyennes. Enfin, et très simplement, la moyenne... Intéressant ça. Plus d'heures complémentaires fait par les hommes que par les femmes. On l'avait vu tout à l'heure. Bah oui, mais si on jette un coup d'œil à ça, au temps consacré par les femmes et les hommes aux tâches quotidiennes, aux tâches domestiques. Si on compare ça, donc ça c'est assez ancien, hein. On prend pas le temps professionnel, on prend pas le temps de sommeil. Le travail domestique, les femmes en feraient actuellement 3h26 par jour contre 2h pour les hommes. 1h36. Mais 7h36, il faut la récupérer de quelque part. Bien évidemment, du coup, que les femmes peuvent faire moins d'heures supplémentaires tant qu'on en est à ces chiffres-là. Et encore, ces chiffres-là qui viennent de l'Observatoire des inégalités sont vraiment largement en deçà de ce que j'ai pu trouver sur d'autres sites. Hein, j'ai pu trouver sur d'autres sites des chiffres drastiquement différents. J'ai pu trouver 4h40 contre 1h30 pour les hommes. Mais bon, je me suis dit, je vais prendre, juste pour critiquer la vidéo du Raptor qui pourrait me dire t'as pris volontairement l'étude qui donne les plus gros écarts, le plus petit. Le temps consacré aux tâches domestiques, il est d'1h36. Et bah donc les femmes, elles peuvent pas travailler pendant 7h36. Évidemment que les hommes font plus d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires. C'est malhonnête. Des hommes est boosté par le fait qu'il y ait plus d'hommes à très haut salaire que de femmes. 90% des hauts dirigeants. Ah oui, j'avais un autre truc là-dessus, pardon. Oui, voilà, juste pour dire que là, effectivement, les chiffres qu'il a donnés sont bons. Hein, j'ai retrouvé l'étude qu'il cite, effectivement. Il y a 2 fois plus d'hommes qui font des heures supplémentaires ou complémentaires que les femmes. Et bon, ça peut expliquer par les raisons que je viens de citer. Du CAC 40 sont des hommes. Ces hommes, ce ne sont ni vous ni moi, mais apparemment on a décidé de découper les catégories en FC hommes et AS femmes, encore une fois, donc il semblerait que ce soit sur notre dos qu'il y ait des mecs qui aient décidé de sacrifier leur vie personnelle et de bosser 1000 heures par jour pour taper 100K par mois, et ainsi niquer notre moyenne en nous mettant tous dans la merde. Travailler sur les écarts de salaire et rendre public les Est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Ah non. Est-ce que vous pensez que c'est en échange de ça? Je peux pas vous laisser. Arrête tes conneries, moi aussi, regarde sur une vidéo, je t'en... Sur une île, Sunridzi nous dit un truc assez intéressant, je voudrais y répondre. Ils disent que vous avez déjà entendu un argument de Mascu qui dit, à propos du remboursement des protections hygiéniques, les hommes ont besoin de plus de calories par jour, on devrait rembourser aussi. Déjà oui, effectivement, on a déjà entendu ça, malheureusement. Et ensuite, une des raisons pour lesquelles les protections hygiéniques sont remboursées, c'est pas tant parce que ça coûte très cher, c'est juste que c'est des dépenses supplémentaires, malheureusement, qui coûtent quand même de l'argent, hein, si vous rajoutez ça au rendez-vous chez les gynécologues, etc. C'est surtout qu'en fait, il faut lutter contre la précarité menstruelle, parce que la précarité menstruelle, c'est un vrai problème de santé publique, et donc c'est ça qu'il faut leur répondre à ces masculins. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Tiens, comme ça, tiens.
J'ai le droit de vivre un peu. Je vous appartiens, Merci les mecs. Évidemment, toutes les raisons que j'ai évoquées jusque-là ont une seule et unique justification aux yeux des féministes 2.0, la société patriarcale. Bah oui, sinon ce serait accepter que les hommes et les femmes sont des individus égaux en droit et en traitement, et que leurs résultats personnels sont liés à leur volonté propre et à leurs chances respectives. Mais bon, le patriarcat me paraît être un très bon modèle d'explication, et pour cause, il a l'avantage considérable de... Donc là, il se moque du plafond de verre. J'aurais juste rappelé, on va pas lire l'article, c'est pas très intéressant, que le plafond de verre, c'est un truc qui est étudié en sociologie, c'est un truc qui est considéré comme réel. Juste pour l'article sur la France, le plafond de verre, le concept du plafond de verre, comprenez, connaît un certain succès depuis son importation dans les travaux français. Nombre de secteurs d'activité ont été, depuis les années 2000, analysés au prisme de ce concept, parfois rebaptisé pour mieux correspondre au milieu étudié. En 2009, Béatrice de Gasquet décrit le plafond de vitrail auquel se heurtent les femmes dans les organisations religieuses, par exemple. Pour décrire l'accès des femmes aux postes à responsabilité, à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, Isabelle Bacouche, Olivier Godchot et Delphine Naudier préfèrent quant à elle et lui l'appellation plafond à caisson. Donc ça existe. Donc il est en train de s'en moquer en disant « Oui, les féministes vont nous sortir le plafond de verre », mais ce sont des concepts sociologiques réels, et vous pouvez pas juste ignorer les sciences sociales parce que ça vous arrange. De pouvoir expliquer une chose et son contraire dès qu'on constate une différence dans un domaine. Par exemple, si je vous dis que les hommes vivent plus longtemps que les femmes, ce serait la faute du patriarcat qui oppresse les femmes jusqu'à diminuer leur espérance de vie. Mais si je vous dis que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, eh bien c'est aussi la faute du patriarcat qui contraint les hommes à un rôle quelque part protecteur des femmes et qui diminue leur espérance de vie. Bref, c'est une... Et voilà, le truc de l'espérance de vie entre les femmes et les hommes. L'espérance de vie entre les femmes et les hommes, elle est expliquée par deux facteurs. Elle est bien expliquée, elle est comprise. Le premier facteur, c'est un facteur hormonal. Il y a des hormones, effectivement, qui sont un peu plus protectrices pour la santé, pour protéger des maladies cardiovasculaires, etc. Mais l'impact important des facteurs sociétaux, ça existe. On le sait, ça, c'est des trucs qu'on connaît par cœur. Pour ces chercheurs, les traditions culturelles, l'histoire, le contexte social ou économique ont des conséquences différentes selon le genre, donc là le sexe, et cela peut avoir un impact sur la santé. Les effets du sexe sur la mortalité ne devraient pas inclure uniquement des différences physiologiques entre hommes et femmes, mais elles devraient aussi intégrer la construction sociale du genre qui varie selon les sociétés. On n'est pas en train de dire que c'est exclusivement la faute du sexisme qu'il y a des différences dans l'espérance de vie entre les femmes et les hommes. Bien sûr que non, mais on essaye de ne pas être essentialiste. C'est pas uniquement des causes, c'est pas uniquement une essence qui explique que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y a aussi des facteurs, des stéréotypes sexistes sociaux. Dans, par exemple, les comportements dangereux, qui sont plus encouragés chez les garçons que chez les filles, par exemple. Véritable religion où le dieu patriarcat décide de tout, quelle que soit la finalité. Et c'est là où je voulais en venir. Pour les féministes 2.0, l'égalité de traitement qu'on a démontré en première partie est insuffisante, alors qu'elle témoigne précisément du juste traitement des individus indépendamment de leur genre. Et lorsqu'on donne des arguments pour expliquer les raisons de la différence globale des salaires, elles y voient une injustice insupportable. Car comme tous les communistes mentaux, les féministes 2.0... Eh oh, un peu de respect. confondent inégalité et injustice. Et cet exemple des salaires est formidable parce qu'il permet de tout comprendre. Ce que veulent les féministes 2.0, ce n'est plus l'égalité en droit ou l'égalité de traitement qui existe déjà. Ce qu'elles veulent, c'est ce qu'on appelle l'égalité de résultat. D'accord, elles ont déjà... Ah oui, non mais tout de suite, Roxane. Elles ont déjà l'égalité, on connaît ça par cœur, la biologie on l'a, on n'a pas l'idéologie féministe, il l'a pas vraiment dit. Donc l'égalité, elles l'ont, à quel endroit ça se trouve ça ? Les inégalités de salaire sont un mythe, la vidéo entière elle est là-dessus, la réflexion sur le travail tertiaire, oh là là, qu'est-ce que c'est pénible ça. Ça on n'a pas, ça on n'a pas, ça on n'a pas, on n'a pas eu le suicide, on n'a pas eu le couplet sur le suicide là. On n'a pas les femmes, elles ont déjà tous les droits ? Il me semblait que je l'avais mis, il en manque. Merci Brats de Almeida pour l'abonnement, merci beaucoup. Bon bref, ça se remplit un peu. Oh bah tu vois là. C'est ce que Marlène Schiappa appelle l'égalité réelle. Et cette égalité, au contraire, est profondément injuste et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour mieux comprendre, on va utiliser une analogie assez grossière mais très simple. Imaginez une classe avec le même nombre d'élèves garçons et filles qui... Je vous jure que l'analogie qu'il fait, c'est pas un montage. Hein. Je vous jure qu'il va vraiment faire l'analogie que vous allez entendre. Hein. C'est un contrôle de maths. Pour s'amuser, un des élèves commence à faire la moyenne des notes des garçons, il obtient 14 sur 20, et celle des filles, 12 sur 20, et pense donc qu'il s'agit d'une preuve de discrimination et que les filles ont été sous-notées. Pourtant, le barème est précis et unique, soit tu as bon, soit tu as faux, on est en maths, hein, pas au bac de français, bref, il y a égalité de traitement. Mais la prof, communiste mentale, n'est pas contente et décide qu'il est injuste que la moyenne des filles soit 2 points en dessous. Merci là, Alex pour l'abonnement. Elle a donc décidé de distribuer un point bonus aux filles qui avaient fait des fiches de révision de merde de Stabilo, et un point bonus aux filles qui avaient eu plus de 15 sur 20, tout ça pour arriver à peu près à une égalité des deux moyennes qui ne veut strictement rien dire. Voilà ce qu'on... Voilà, bon, comme on dit, comparaison n'est pas raison, la comparaison elle est ratée. Il est en train de dire, oui, en fait, rééquilibrer les inégalités salariales, ce serait comme un prof qui s'apercevrait que les filles, elles ont 2 points de moins sur leur moyenne en maths, donc on va leur mettre 1 point parce qu'elles ont fait des jolies fiches et un autre point parce qu'elles ont des stabilos de couleur. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Déjà, personne ne fait ça, Raptor. Aucun prof ne fait ça. Mais surtout, la différence des inégalités, elle se manifeste du coup de façon concrète dans la vie des femmes.
nous, on n'est pas simplement en train de dire il faut que les femmes gagnent autant d'argent que les hommes simplement parce qu'on est des odieux capitalistes et qu'on veut que les femmes elles consomment. Ce qu'on veut, c'est que les femmes elles aient à ne plus dépendre des hommes. Ça, c'est un grand truc dans le sexisme. Les femmes ne doivent plus dépendre du regard masculin et ne pas dépendre d'un homme pour vivre. Et pour ça, il faut un salaire à hauteur parce qu'il faut, en cas de rupture, pouvoir partir, prendre un loyer seul. Imaginez dans une grande ville, vous habitez à Paris, vous avez des enfants, vous devez quitter votre conjoint, vous avez un travail mal payé. Comment vous faites? Comment vous faites si vous avez un salaire sur la médiane, quoi? C'est quasiment impossible. Donc voilà, la comparaison avec les maths, elle est quand même assez osée. On appelle l'égalité de résultats. Vous pensez que j'exagère? Eh bien regardez plutôt cette vidéo du Monde intitulée de manière très objective « Pourquoi payer les hommes autant que les femmes ne suffit pas ?» Pourtant, les femmes restent payées 10 à 25%. Oui, alors là, il va montrer que la fin de la vidéo, on pourrait la regarder en entier. Bon, elle résume un petit peu ce que j'ai dit. Elle va pas du tout dans le sens du Raptor, mais je vais avoir un petit truc à rajouter derrière. La médiane de bancs ou de cigares, bah du coup la moyenne de bancs ou de cigares c'est Baptiste, pile au milieu. Une vidéo qui a 3 ans et que Baduring m'a demandé de débunker ce soir. De moins que les hommes. En résumé, il ne suffit pas de dire qu'un homme et une femme doivent être payés pareil pour un travail identique. Il faut aussi et surtout que les emplois où il y a beaucoup de femmes soient mieux valorisés et donc mieux payés. Maintenant que c'est bien compris. Donc déjà il est en train de dire que les métiers mal valorisés il faut mieux les payer et que ça pourrait rehausser la moyenne, mais ça permettrait de travailler sur quoi? Ça permettrait de travailler sur un rééquilibrage des différences dans la moyenne des salaires, mais ça ne travaillerait pas sur les 4,7% qu'on ne peut pas expliquer. Et l'autre truc, c'est que, effectivement, combler les inégalités entre les femmes et les hommes, quelque part, c'est pas suffisant. Si vraiment on était radical, très radical, on exigerait que les femmes gagnent un peu plus que les hommes. Parce qu'être une femme, ça coûte plus cher dans la société. Pour plein de raisons. Vous connaissez la taxe rose? Si vous connaissez pas la taxe rose, on peut en parler tout de suite, je sais qu'il y a des personnes qui connaissent pas. Vous prenez un rasoir, vous le vendez à un homme, vous allez vendre, je sais pas, un paquet de 10 rasoirs à 8 €, vous vendez exactement les mêmes rasoirs, vous les vendez 12 € aux femmes parce qu'ils sont roses. C'est exactement les mêmes. Ce qu'on appelle la taxe rose. Il y a des dépenses de santé qui sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Donc nous les hommes, on a des dépenses que les femmes ne vont pas avoir avec le temps. Typiquement quand il va falloir faire contrôler la prostate, etc. Et les femmes, elles ont des dépenses de santé que nous les hommes, on n'aura jamais dans notre vie. Merci pour l'abonnement Von Bark, soyez la bienvenue. Et donc voilà, tout ça fait que être une femme, ça coûte un petit peu plus cher. Alors en fait, ça dépend justement des ITF, ça dépend énormément des domaines. Il y a des domaines dans lesquels il n'y a quasiment pas de taxe rose. On pensait qu'il y en avait, typiquement le domaine alimentaire, on sait qu'il n'y en a pas. Par contre, au niveau des jouets, par exemple, au niveau des produits d'entretien, d'hygiène, on sait malheureusement que la taxe rose existe. Et le collectif Pépites Sexistes le met très souvent en évidence et interpelle du coup les grandes surfaces qui continuent à produire ces inégalités qui sont assez dingues. Donc voilà, donc effectivement, réduire le... Tu suis Pépites Sexistes? Ouais, c'est formidable, ouais. Ah oui, non, tu recommandes de suivre Pépites Sexistes, oui, tout à fait. Donc voilà ce que j'avais à dire, on va le laisser conclure quand même parce qu'on n'interrompt pas les génies en plein milieu de leur raisonnement, hein. Passons aux résultats concrets. En gros, dans le cadre des salaires, l'égalité de résultats se traduit par la parité forcée, c'est-à-dire imposer aux entreprises d'avoir autant de femmes que d'hommes. Oui, Lennon, il y a des études que je vous avais présentées qui montrent, très intéressant, que les dépenses pour les vêtements sont plus importantes chez les femmes de moins de 25 ans, mais qu'après 25 ans, ça s'inverse. C'est les hommes qui dépensent plus d'argent pour les vêtements. En termes de dépenses pour les voitures, on pensait que c'était genré, en fait on se trompe, il y a exactement les mêmes dépenses entre les hommes et les femmes. Et par contre, les hommes dépensent beaucoup plus d'argent pour le high-tech que les femmes. Donc les hommes sont légèrement plus dépensiers que les femmes. Je me rappelle plus des chiffres, mais on est en dessous de 10% en termes de dépenses. Mais ça reste quand même, voilà, les hommes qui dépensent un petit peu plus d'argent que les femmes. Dans des secteurs précis, et par la discrimination positive, c'est-à-dire préférer les dossiers féminins à l'embauche. Et pour appliquer tout ça, rien de tel que des menaces financières, comme en témoigne le nouveau projet délirant de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Ouf peut bien être ce petit brebis. Mais bien heureusement, ce sujet a déjà été couvert dans une précédente vidéo où je vous ai expliqué pourquoi ces deux concepts étaient dangereux autant pour les hommes que pour les femmes. Bon, on n'a pas spécialement besoin de la conclusion, je pense. Pour les personnes qui suivaient ce petit passage sur YouTube, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce petit debunkage n'était pas trop long. J'espère que tout va bien chez vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, et on se revoit bientôt, et nous, évidemment, on continue en live, on a plein de choses à voir ce soir.